Malgré la chute du dernier bastion de Daesh à Barouz en Syrie, l'idéologie du groupe État islamique n'est pas encore vaincue et des combattants sont repassés dans la clandestinité. Qu'en est-il sur le sol européen, en particulier dans des pays francophones comme la Belgique ou la France? On en parle avec Amélie Chély. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes sociologue, chercheuse et vous êtes l'autrice de ce livre En attendant le paradis, édition du Cerf. Alors, vous expliquez que la défaite militaire et territoriale de Daesh ne signifie pas forcément une défaite idéologique. Pourquoi ? D'abord parce que les raisons pour lesquelles Daesh a émergé n'ont pas trouvé de réponse. Donc ça, c'est effectivement la réponse la plus évidente. Et puis aussi parce qu'en fait, il y a une mutation, tout simplement, de la propagande. Propagande qui était un mode de recrutement actif pour les départs à l'époque et qui aujourd'hui existe, mais n'est plus un mode de recrutement pour les départs, mais bien plutôt un mode de recrutement pour une sorte de pérennité idéologique de ce qui a tenu Daesh, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une volonté de un jour réinstaurer un califat, puisque c'est ce qui avait pu marquer la différence entre Al-Qaïda et Daesh et ce qui avait fait le succès de Daesh, pour conserver en fait l'idée d'un califat mental. Alors bien évidemment, la propagande telle qu'on a pu la connaître avec tout ce qui était organes de presse est beaucoup moins active. C'est-à-dire que vous avez de très très gros journaux de Daesh qui ne sont plus diffusés depuis par exemple le mois de novembre. Par contre, le caractère actif demeure, notamment dans les chambres et les canaux Telegram par exemple, donc de façon beaucoup moins massive qu'auparavant, mais aussi dans les groupes humains, c'est-à-dire les mosquées, les clubs de sport et ainsi de suite. Il y a d'ailleurs ce slogan Baqiya en arabe qui veut dire on restera quoi qu'il arrive, y compris après une potentielle défaite militaire. C'est ce qu'on entendait comme slogan au moment où ce groupe avait émergé. Vous avez dit au début de votre réponse que d'abord parce que les raisons qui ont poussé à son émergence n'ont pas disparu. Quelles sont ces raisons? Vous évoquez le conflit notamment irakien qui n'est toujours pas résorbé. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait on peut voir l'émergence de Daesh d'un point de vue idéologique sous la plume du chargé de com de Ben Laden d'Al-Qaïda qui était Al-Souri, qui avait en fait écrit un très très long manifeste expliquant qu'il fallait désormais s'attaquer au ventre mou de l'Occident qui était l'Europe. Mais d'un point de vue beaucoup plus stratégique et contextualisé, c'était l'enfant terrible d'Al-Qaïda en Irak, Zarqawi, qui avait justement renversé la hiérarchie de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi du temps d'Al-Qaïda, c'était le croisé et le juif. Après, il n'y avait pas une telle hiérarchisation au sein même de la communauté musulmane, tandis qu'avec cet enfant terrible d'Al-Qaïda en Irak, le premier ennemi, ça devient le chiite. Justement, à ce sujet, est-ce que les officiers de l'armée de Saddam Hussein qui ont décidé de rejoindre l'appareil militaire de Daesh, est-ce qu'ils ont rejoint les rangs de l'armée irakienne ou est-ce qu'ils sont toujours dans la nature? Alors ça, pour le coup, je ne sais pas. Je sais juste qu'effectivement, comme ils se sont retrouvés du coup, sans rien du jour au lendemain, ils ont été à la fois des matrices idéologiques, stratégiques, et ils ont pu en fait réinvestir leurs connaissances militaires, d'où certainement une des explications du succès de Daesh. Alors vous avez rencontré beaucoup de monde pour mener votre enquête. Vous avez rencontré notamment des personnes radicalisées. Vous avez rencontré aussi des imams. Vous avez rencontré des chercheurs, des avocats aussi de ce qu'on appelle les revenants. Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de cette enquête? Alors, il y a trois types de personnes que j'ai rencontrées. Ceux qu'en sociologie, on appelle les acteurs, c'est-à-dire les premiers intéressés, les radicalisés eux-mêmes, les contracteurs, c'est-à-dire ceux qui se sont battus contre Daesh. Alors ça, c'est une population dont on parle très peu, mais qui est extrêmement intéressante. C'est par exemple des anarchistes ou des communistes occidentaux, notamment belges, qui sont partis rejoindre le YPG, c'est-à-dire les bataillons kurdes qui justement s'opposaient à Daesh. Et ce qu'ils me racontaient, c'est qu'en fait, bien souvent, ils retrouvaient leurs copains de quartier qui, eux, avaient choisi l'autre camp. C'est-à-dire, en fait, ils se battaient contre des amis du voisinage. Et puis, il y a les non-acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont à la périphérie, qui côtoient ces gens. Je pense, alors, ceux qui m'ont le plus aidé, il y a les avocats, comme vous le disiez, mais ce sont les aumôniers. Les aumôniers de prison. Et contre toute attente, pas seulement les aumôniers musulmans, mais aussi et surtout les aumôniers juifs et chrétiens, parce que bien souvent, les radicalisés ne veulent pas voir des traîtres, entre guillemets, les imams de la République, tels qu'ils les appellent. Ils préfèrent voir l'ennemi, c'est-à-dire l'aumônier juif, pour parler. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette confrontation entre l'aumônier juif, l'aumônier chrétien et le, entre guillemets, radicalisé? Alors, l'aumônier chrétien, c'était intéressant parce que c'était une personne qui était notamment envoyée dans des centres pénitentiaires pour mineurs, et donc
donc là, c'était plutôt des détails d'ordre sociologique, comme par exemple le fait que les radicalisés passent leur journée devant la télévision pour entendre citer leur nom. Mais sinon, les aumôniers juifs, c'était beaucoup plus par rapport au fait que, eh bien, en fait, ils s'ouvrent beaucoup plus parce que, comme ils veulent être dans la confrontation, ils sont beaucoup plus dans l'ouverture lucide et se dévoilent petit à petit, se démassent. Voilà, d'eux-mêmes. Alors, vous l'avez dit, hein, cette soif de reconnaissance et de gloire, entendre leur nom à la télévision, en fait, quand on lit votre livre, on se dit que c'est tout un monde qui est tout sauf homogène. Il y a les réseaux sociaux, vous l'avez dit, avec Telegram, mais pas que. Il y a les buzz médiatiques. Et vous dites aussi frustration consumériste et tabou sexuel. Oui. En fait, il y a une très grosse différence entre le recrutement à l'époque donc de populations asiatiques ou moyen-orientales et le recrutement de populations occidentales. C'est-à-dire que quand on s'adresse aux populations moyen-orientales, on met le doigt sur ce qui justement constitue le ciment social et l'élément de reconnaissance sociale, c'est l'honneur. C'est très important, l'honneur. On table beaucoup là-dessus et en fait, on essaie de recruter avec cette idée de salut de l'humanité par le sacrifice de toi-même. Tandis qu'en Occident, en fait, les recruteurs avaient intégré le fait qu'on soit dans une société de consommation. De jouissance, de plaisir aussi, d'où en attendant le paradis. Ouais. Tout à fait. Et en fait, finalement, ils s'adressent à des jeunes hommes et des jeunes femmes totalement postmodernes, totalement en fait frustrés de ne pas pouvoir avoir accès à ce monde consumériste aujourd'hui et qui se disent qu'ils pourront l'atteindre au-delà du monde. Et donc, bien évidemment, c'est sur des traits de caractère extrêmement égoïstes qu'on met l'accent. Et quand vous regardez les papiers que laissent les terroristes avant de partir pour mourir, en fait, il s'agit véritablement de revendications extrêmement égoïstes et le salut de l'humanité n'est pas forcément quelque chose qui revient de façon récurrente. Merci beaucoup Amélie Chély d'avoir répondu à nos questions. En attendant, Le Paradis, c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.